Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue dans le 13h30. Voici les titres de ce mardi 16 septembre 2025. Les sénateurs et députés ont repris hier 15 septembre les chemins de l'hémicycle après 3 mois de vacances. Une session essentiellement budgétaire sous la menace d'une pétition contre quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale. Dans leur discours d'ouverture, les deux présidents ont décrit une situation qui inspire espoir et qui nécessite l'engagement de tous. Et puis la commune de Mongafula est en proie à l'insécurité d'une criminalité urbaine accrue. En 30 jours, 6 ménages ont été dévalisés et une vie fauchée par des cambrioleurs. Une situation qui met la population de ce coin de la capitale dans la vulnérabilité. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre hier à la Chambre basse du Parlement. Une session axée sur l'examen et l'adoption du budget 2026. Dans son discours d'ouverture, Vital Kamerhe a relevé l'importance de cette session qui se veut décisive pour l'avenir des finances publiques. On fait le point avec Anim Balaka. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a planté les décors d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi des finances 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et des partenariats publics-privés. Évoquant les pétitions introduites contre les membres du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de cette démarche parlementaire tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. Fidèle à son image de pacificateur, le président Vital Kamerhe a présenté ses regrets les plus sincères à ceux qui auraient pu se sentir froissés par son attitude. Ma trajectoire personnelle porte les témoignages de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions. Comme les députés nationaux, les sénateurs ont aussi repris les chemins de l'hémicycle hier lundi 15 septembre. Dans son discours, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a salué les efforts fournis par les chefs de l'État pour l'intérêt de la nation. Jean-Michel Sama Lukonde a également invité les sénateurs à appuyer l'approche préconisée par le président de la République, celle d'un dialogue inclusif et spécialement congolais. Retour en image avec Janine Kalinga. Rentrée parlementaire, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenkeye, a procédé ce lundi 15 septembre 2025 à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2026. Dans un discours qui a balayé tous les aspects de la vie nationale, Sama Lukonde a indiqué que la présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux importants pour la nation congolaise et a appelé les sénateurs à faire preuve de loyauté envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le pays fait face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers. La présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux importants pour la vie de notre nation. Notre pays fait actuellement face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers qui nécessitent des solutions coordonnées et pragmatiques. Face à ces défis, il incombe aux sénateurs, aux membres du bureau et à moi-même de faire preuve d'un engagement loyal aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, et garant du bon fonctionnement des institutions.
Le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Sama-Lukonde, a félicité et encouragé la nouvelle équipe gouvernementale à s'investir pleinement au service de la nation. J'encourage cette équipe à s'investir pleinement au service de la nation, en menant des actions concrètes pour relever les nombreux défis auxquels nos populations sont confrontées. Sama-Lukonde a salué les avancées diplomatiques caractérisées par quelques accords pour la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avant d'exhorter les sénateurs à plus de rigueur dans l'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2026 et dans les suivis de son exécution à travers un contrôle parlementaire républicain. Toujours au Parlement et en conformité avec le délai constitutionnel du 15 septembre, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a déposé le projet de loi des finances 2026 entre les mains du président de l'Assemblée nationale, un projet évalué à 59 milliards de francs congolais. D'autres précisions avec Anim Balaka. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser, ce geste républicain, il va nous amener tout de suite vers notre travail. Nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de savoir ce qui se passe réellement dans nos circonscriptions électorales, dans nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. Cette rentrée parlementaire d'hier a posé un sérieux problème de mobilité. Les mesures sécuritaires prises ont carrément empiré la circulation routière, mettant ainsi les nerfs à rude épreuve des Quinoises et Quinois. Nous avons promené notre caméra entre le Palais du Peuple et le Centre culturel d'Afrique centrale, ainsi que sur l'avenue Kassavubu à hauteur du pont Kabu. Regardez. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a vécu les embouteillages monstres suite aux différents chantier de réhabilitation des routes ouverts à travers la ville-province Kinshasa. Une situation qui vient amplifier les calvaires du trafic pour les déplacements des élèves obligés de quitter la maison très tôt vers 5 heures du matin quand il fait encore sombre, avec tous les risques d'insécurité qui peut s'ensuivre. Les parents et les élèves désemparés sous les coups de stress. En fait, ces derniers temps, nous rencontrons vraiment une grande difficulté par le fait qu'on est en train de réhabiliter les routes. C'est pas mal. C'est bon de réhabiliter les routes parce qu'il faut reconstruire notre pays. Mais le mal en est qu'on a lancé les projets de réhabilitation de toutes les routes au même moment, sans toutefois tenir compte des périodicités. Parce que nous sommes pendant la période de rentrée scolaire. Il y a des enfants qui quittent la cité pour étudier à la Gombe, en ville. Comment est-ce que ces enfants-là vont rentrer à la maison en tant que parents?
Un petit enfant qui va rester longtemps dans la rue alors qu'il est aux arrêts en train d'attendre les transports, ce n'est pas bon sur le plan sanitaire. Nous vous demandons d'accélérer avec ces travaux pour pouvoir terminer avec cette difficulté des embouteillages dans les routes. On a des difficultés pour aller à l'école, comme ça je me réveille tous les jours à 3 heures pour partir jusqu'à l'école. Il y a des difficultés, surtout ici à Mola. Pour prendre les transports le matin, c'est devenu difficile pour aller à l'école. Comme dans mon école, on sonne à 7h40. Si tu arrives après 7h40, tu as une punition. Mais imagine, moi, je me réveille le matin, je me lève à l'arrêt, il n'y a pas de transport. Quand j'arrive à l'école, on me punit. Pourquoi? À cause des retards, il y a des travaux à la route. Si on prend peut-être les élèves qui étudient à Kabomba, Montemampico, les autres écoles, et les routes sont vraiment en chantier. Quand on arrive en retard, on a vraiment des punitions et l'école ne tient pas compte du chantier. Nous demandons aux autorités d'accélérer les travaux pour nous faciliter la tâche. Même aux parents, les parents qui quittent la maison vers 4h, 5h, 6h, admettons même 7h ou 8h, arriver au travail en retard et leur chef s'y fâche. Les chantiers ouverts ici et là compliquent davantage la mobilité dans la capitale. Le cas de la commune de Bandalungwa, qui est l'un des échantillons de ces travaux pour les tronçons compris entre les ronds-points Molar, Bambo, les Petits Ponts, en direction de la prison centrale de Makala, aussi vers Inga et Tibang. Vous avez plutôt suivi les calvaires que vit la population quinoise face aux différents chantiers dans la capitale, plus précisément dans la commune de Bandalungwa. Nous vous l'avions dit en titre, la population de Mongafula vit avec la peur au ventre en cause de l'insécurité d'une criminalité urbaine accrue dans ces coins de la capitale. En 30 jours, 6 ménages ont été dévalisés et une vie a été fauchée par des cambrioleurs. Plus de précisions avec Oscar Mbalkaïj et Diane Balaka. Les habitants de Mongafula n'y savent plus à quel sens vouer. L'insécurité devient de plus en plus grandissante. 6 maisons ont été cambriolées en l'espace d'un mois. Des voleurs à main armée ont su opérer sans être inquiétés par le service de sécurité de cette municipalité. Ces habitants qui se croyaient en sécurité dans leur propre maison ont été surpris par des bandits qui, en plus de fusils d'assaut, étaient armés de burins, marteaux et autres barres de mine pour défoncer les portes, quelle que soit leur nature. Un père de famille a été abattu devant sa femme et ses enfants alors qu'il tentait de se défendre. C'était une guerre ici. Les habitants de Mongafula en appellent au renforcement des agents de police pour sécuriser les personnes et leurs biens. À chaque tombée de la nuit, c'est la peur au ventre. Ces jeunes du quartier se constituent en lanceurs d'alerte et préfèrent passer la nuit à la belle étoile pour parer à toute éventualité. D'où cet appel à la mobilisation. Sensibilisons-nous suite à tout ce qui se vit depuis un certain moment, braquage, criminalité. Nous, jeunes de Mongafula, nous avons décidé d'agir face à cela en nous prenant en charge. D'où nous vous demandons de vous munir au minimum d'un sifflet pour alerter les personnes autour de vous afin de lutter face à cette vague. Pas une maison sans sifflet. Le seul mot d'ordre pour ces jeunes déterminés à se prendre en charge, c'est de disposer d'un sifflet pour signaler toute menace. Si un voisin est attaqué, nous devons tous faire usage de nos sifflets. Massangambila est en proie à l'insécurité, vous le savez, et nous devons nous souder les coudes pour y faire face. La police nationale congolaise est appelée à faire son travail. Culture, décideurs et investisseurs venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe se sont retrouvés à Saint-Pétersbourg en Russie pour la 11e édition du Forum United Cultures. Sur la table des discussions, le dialogue interculturel, la RDC a pris part à ces travaux via la ministre de la Culture, Yolande Elebe. D'autres précisions avec Chimène Dondo. La 11e édition du United Culture Forum, tenu à Saint-Pétersbourg en Russie, a réuni deux ministres de la Culture ainsi que des opérateurs et investisseurs culturels venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe.
La République démocratique du Congo y était représentée par Yolande Elebe Mandembo, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui a conduit une mission riche en échanges stratégiques. Au cœur de son agenda, rencontre bilatérale avec son homologue russe, centrée sur la formation dans les industries culturelles et créatives ICC et au partage d'expertise en matière de préservation du patrimoine culturel. Prise de parole en session plénière souligna l'influence culturelle de la RDC et sa position stratégique comme modèle d'unité dans la diversité. La RDC croit au pouvoir d'influence de la culture. Celle-ci ouvre de nouvelles possibilités à notre pays. Elle nous permet de porter un autre récit de la République démocratique du Congo, d'attirer des investissements dans le secteur de la créativité et nous positionner au-delà des rapports de force comme un acteur crédible de coopération innovante. Visite du musée de l'Ermitage, véritable temple de l'art mondial, marqué par de discussions techniques sur la conservation et la muséographie. La mission a également mis en lumière le lien historique entre la RDC et la Russie, né dans les années 1960 avec l'Université de l'amitié de peuple de Moscou, longtemps connue sous le nom d'Université Patrice Lumumba. Symbole d'une fraternité académique que la culture continue aujourd'hui de renforcer. Les travaux du forum se sont achevés en présence du chef de l'État russe. Le président Vladimir Poutine a officiellement clos cette 11e édition, saluant la vitalité des échanges interculturels et l'importance de la culture comme vecteur de dialogue entre les nations. Santé, l'effectivité de la couverture santé universelle, sujet au cœur de la réunion des coordinations des directeurs généraux et adjoints des établissements de la facilitation de la couverture santé universelle, réunion présidée par les coordonnateurs du Conseil national de la CSU. Images et commentaires. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre ordinaire. Il s'agit de la communication du coordonnateur du Conseil national de la CSU, Dr Mbongani Kabila, de la lecture des recommandations issues de la précédente réunion, de la présentation des réalisations des établissements, des facilitations de la mise en œuvre de la CSU et de la présentation des travaux des commissions. Dans sa communication, Dr Mbongani Kabila a rappelé les missions du Conseil national de la couverture santé universelle, tout en insistant sur son caractère multisectoriel. Dans le sens des attributions des uns des autres, et qu'il faut qu'on remette les choses à ce qu'elles doivent être, et que chacun puisse jouer son rôle de façon efficiente, et de manière à ce que nous sachions qu'il n'y a qu'une seule institution en RDC qui a la mission de mener la réforme de la couverture santé universelle. Et c'est le Conseil national de la couverture santé universelle. Et que donc toutes les entreprises, les initiatives qui se font doivent être discutées au sein du Conseil. Et particulièrement, vous allez voir à quel niveau la décision finale d'avancer dans un sens ou dans un autre doit se prendre. Nous devons assurer la coordination stratégique des services et organismes publics et privés en rapport avec la CSU. C'est d'où vient le rôle que nous avons en termes de coordination stratégique des établissements de facilitation de la couverture santé universelle. S'agissant de la présentation des établissements de facilitation, plusieurs réalisations ont été signalées. Et les agents de l'État de l'Ituri vont eux aussi bénéficier de la couverture santé universelle. Le gouverneur militaire s'apprête à lancer les programmes d'encadrement administratif et de l'assurance maladie obligatoire et sont concernés en premier les militaires, les policiers ainsi que leurs dépendants. On fait le point avec Erika Simouissi. À travers ce programme visant à garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les fonctionnaires, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo démontre une fois de plus sa détermination à améliorer les conditions sociales de ceux qui servent les pays. La phase pilote sera dédiée aux forces de sécurité et de défense, avant d'être progressivement élargie à l'ensemble des agents publics en Ituri. Notre mission, c'est dans le cadre de la couverture santé universelle pour un programme d'encadrement
l'enregistrement administratif de l'assurance maladie obligatoire des fonctionnaires de l'État, mais qui va commencer d'abord par la prise en charge des policiers militaires et leurs dépendants. Au-delà de l'accès aux soins, le programme va contribuer à renforcer la protection sociale, la dignité des agents de l'État et à améliorer l'efficacité des services publics dans la province. Avec les mesures qui ont été prises lors de la conférence de gouverneurs avec le président de la République, il a été décidé que la province s'impliquerait à 15% de leurs recettes pour la caisse de la santé. Le gouvernement prévoit d'autres mesures qui pourront toutes contribuer à la réussite de ce programme. En mettant les militaires et les policiers au cœur de cette phase pilote, l'État envoie un signal fort. La santé de ceux qui protègent la nation est une priorité. Sous l'état de siège, l'Ituri s'engage ainsi sur la voie d'un service public conforme à la vision politique du chef de l'État. On reste en Ituri cette fois pour parler du début du contrôle des régularités des sites miniers récupérés et fermés après les opérations militaires à Mabanga et environ, et ce conformément à l'annonce faite par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Encore une fois, Erika Smith. Le tout premier site minier à être contrôlé par ces différents services techniques de l'État, ici en province de l'Ituri, était celui situé au village Jingo en chefferie d'Imambissa, supervisé par la coopérative Umoja. Deuxième étape, sur la même rivière Chari, était le site Ushindi, supervisé par la Comico. Les sites Vilo 1 et 2, situés au groupement Mangé, en chefferie d'Imambissa, supervisés par la coopérative minière San Raphaël, commissariat en sigle, ont constitué la troisième étape lors de ces contrôles. Les sites Kerové Gold Mining, en groupement Kekpa, a été aussi la cible. Notons que cette équipe a aussi vérifié la présence des hommes en uniforme et des étrangers dans ces sites. Les questions relatives aux études d'impact environnemental et social sur les communautés ont été également analysées. La récupération de tous ces sites miniers a mis fin au financement de certains groupes armés, dont la CRP Zahir de Thomas Lubanga, allié d'M23. Rappelons que les contrôles de ces mines figurent parmi les missions régaliennes de l'instauration de l'état de siège. Changeons de chapitre. En séjour à Lodja, le président du caucus des députés nationaux et sénateurs du Sankourou, l'honorable Emmanuel Ompeta, a sur place, dans le cadre de ses vacances parlementaires, inspecté l'état de la route nationale numéro 7 reliant le territoire de Lodja au secteur de Benadibele. Dieu merci Kanza, nous en dit un peu plus. La route nationale numéro 7, véritable artère économique à vocation agricole, est aujourd'hui gravement menacée par des têtes d'érosion. Ces tronçons stratégiques reliaient le territoire de Lodja et le secteur de Benadibele dans la province de Sankourou à la ville de Kananga, capitale du Kassai central. En séjour à Lodja, le président du caucus des députés nationaux et sénateur de Sankourou, Emmanuel Opeta Chonda, accompagné de l'administrateur du territoire, ont pu constater directement l'état d'impraticabilité alarmant de cette route. Une situation qui compromet sérieusement l'évacuation des produits de première nécessité vers les centres de consommation. Le chef de l'État a doté les engins pour la construction et l'entretien des routes. Ici à Lodja, sur le siège d'office de route, sur le siège de la société Air Afrique qui a gagné le marché pour entretenir les têtes d'érosion. Cette urgence, une réponse est déjà en cours pour stabiliser la RN7. Les travaux de construction des collecteurs sont actuellement exécutés par l'entreprise Aris Africa dans le but de freiner l'avancement des têtes d'érosion. Le président de la société civile de Lodja et l'élu de l'Okenye, Emmanuel Opeta, ont effectué une descente sur le chantier pour évaluer l'évolution des travaux. À l'issue de cette visite, Emmanuel Opeta a rassuré à la population du Sankourou leurs doléances seront transmises aux autorités compétentes pour un examen approfondi et des solutions concrètes. Et à Kabinda, une délégation de l'Assemblée provinciale de Lomami, avec à sa tête l'honorable Patrick Kilolo, est descendue sur le terrain pour évaluer les dégâts des violentes intempéries du 10 septembre dernier. Elle a également réconforté les sinistrés. Images et commentaires.
À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, la population pense encore le pleu laissé par une pluie torrentielle mêlée à de vents violents accompagnés de grêle qui s'est abattue dans la soirée du 10 septembre 2025. Habitations détruites, écoles endommagées, hôpital inondé, les dégâts matériels sont lourds. Face à cette catastrophe, le bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami, conduit par son président l'honorable Patrick Kilolongoyi, accompagné du rapporteur David Ilungakabobo et du ministre provincial de la Santé Max Kebanga, s'est rendu sur le terrain. Une visite d'évaluation, mais surtout de solidarité envers les familles sinistrées. Je suis venu consoler ma population. Je suis venu constater les dégâts matériels nous imposés par la pluie d'hier, voir dans quelles conditions la population est victime. Nous avons vu que les dégâts étaient très avancés. Dans le centre médical diocésain de Bandaka, lourdement touché par la pluie, le mur fissuré, la toiture arrachée, les documents et médicaments sabotés par les eaux rappellent l'ampleur des dégâts. Nous avons perdu de médicaments, nous avons perdu l'archivage de tous les documents de travail. Patrick Kilolongoyi a décidé de prendre en charge le facture médicale de malades et de femmes ayant accouché. Au-delà de ces gestes forts, le président de l'Assemblée provinciale a également, lors de cette descente, fait un don d'un lot de 40 tôles à la famille dont la maison a été détruite par le fondement d'une antenne. À Cabinda, l'air est à la solidarité. La mobilisation de l'Assemblée provinciale apparaît comme un premier pas vers le réconfort des sinistrés. Cependant, au regard des dégâts, l'action humanitaire du pouvoir central demeure une nécessité. Direction au Katanga présent, plus précisément à Lubumbashi, une grande plénière a réuni des communautés charismatiques du réveil au Congo sous la direction de l'archevêque Ejiba Yamampia Évariste. Objectif, relayer le message d'unité et de cohésion nationale pour un soutien inconditionnel de l'Église au processus visant la paix en République démocratique du Congo, nous dit Rodé Panda. Le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a accueilli le culte patriotique de l'Église du Réveil du Congo RC dans le cadre de la caravane de l'unité et de la cohésion nationale, plein comme un œuf l'hémicycle. A reçu plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs, l'archevêque, président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses, le gouverneur à l'intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe, le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation, sciences, culture et arts et associations et quelques religions, ainsi que plusieurs autres communautés charismatiques représentées. Quelques temps forts ont caractérisé ces cultes patriotiques sous la thématique « Une Église unie pour une nation forte ». La présentation de l'initiative, les messages de l'archevêque Ejiba Yamampia Évariste, le mot du gouverneur AI Martin Kazembe Choula, ainsi que l'installation du comité de la région de l'RC Grand Katanga et ceux provinciaux du Haut-Katanga. Nous avons dit une Église unie pour une nation forte. Notre unité en tant que Congolais, c'est autour des institutions de la République. C'est à ce titre que nous avons dit que le tribalisme, le message de haine, les messages séparatistes, ça n'a pas de place. Et que tous comme peuple, nous puissions travailler pour le développement du Congo. Satisfaction de quelques participants avant d'encourager l'archevêque de l'RC. Les messages qu'il a véhiculés pour l'unité de toutes les églises, nos impressions sont tellement bonnes. Nous les soutenons. Tout ce qu'il pourra décider en tant que notre tête, nous en tant que corps, nous serons toujours derrière. C'est dans une ambiance de l'unité que s'est clôturée cette rencontre spirituelle. Une église unie pour une nation forte, c'est le message de l'heure. Toujours à Lubumbashi, l'Institut supérieur pédagogique a procédé à la clôture officielle de l'année académique 2024-2025. C'était à présence du ministre provincial de la Recherche scientifique, Georges Kadinga, représentant l'autorité provinciale intérimaire Martin Kazembe. Image. Fini l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique ISP Lubumbashi. La double cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 et la collation des grades académiques de l'ancien système, du système LMD, ont eu lieu ce samedi 13 septembre 2025. C'est le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulundule, qui a représenté le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, le membre du comité de gestion, le corps académique, les étudiants,
ont tous suivi les rapports académiques dits par la secrétaire générale académique de l'ISP Lubumbashi, professeur Kisangu Kamumba. Elle a salué la bravoure du corps professoral qui s'est donné corps et âme pour donner cours aux 3006 étudiants inscrits. Dans son discours protocolaire, le directeur général Christophe Kaswala a rendu hommage au chef de l'État et grand chancelier des enseignements supérieurs et universitaires Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Safi Sompo pour leur dévouement. L'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi collabore avec plusieurs établissements académiques. Le résultat de ce jour est donc le fruit des efforts et sacrifices consentis, a-t-il conclu. Place à présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 16 septembre 2025. Recrutement des magistrats à Goma, l'AFC 123 touche le fond de la balkanisation, révèle vraie thématique. Après avoir instauré des administrations parallèles dans les zones sous son contrôle, la rébellion de l'AFC 123 s'attaque désormais à la mise en place d'un appareil judiciaire autonome. En effet, cette force d'occupation a annoncé une campagne de recrutement de magistrats dans la ville de Goma, passée sous son contrôle depuis janvier 2025. Ce acte ne fait pas qu'aggraver le conflit, il soulève surtout des vives inquiétudes quant au respect de l'intégrité territoriale, un principe non négociable. Difficile de qualifier autrement cette manœuvre qu'une mise en œuvre concrète d'un plan de balkanisation savamment orchestré. Affaire Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo devant la CPI, s'interroge la référence plus. Le gouvernement de la République aurait saisi la Cour pénale internationale selon des sources indépendantes pour que l'affaire Kabila soit portée devant cette juridiction internationale dont la RDC est membre. Une délégation de la Haute Cour militaire se serait rendue le week-end dans la ville néerlandaise de La Haye. Objectif, déposer à la CPI le dossier Kabila accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité faits prescrits par le statut de Rome créant cette juridiction internationale. Guerre du 1-23 AFC à Goma, des petits commerçants en détresse suite à la dégradation de la situation économique, rapporte 7sur7.cd. Dans les rues de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, le bruit de mototaxis se mêle au son des klaxons et aux conversations des passants. Mais derrière cette vie errante, une réalité plus sombre pèse sur les épaules des petits commerçants de la ville. Depuis l'arrivée du M23 AFC, la vie économique s'est dégradée, fragilisant ainsi un tissu déjà précaire. Les petits commerçants disent ont payé le prix et expriment leur désarroi face à cette guerre d'agression. Bin Nassor pour un dialogue direct entre miniers et communautés impactées, titre ouragan.cd. Le président de la Chambre des mines de la FEC, Kasongo Bin Nassor, a lancé mi-septembre 2025 à Lubumbashi, au terme de l'atelier de haut niveau sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'envahissement des sites miniers par des creuseurs illégaux, un appel aux opérateurs et intervenants du secteur pour une véritable révolution de modus operandi. Ne construisons pas pour des individus, construisons pour les générations. Pour Kasongo Bin Nassor, président de la Chambre des mines de la FEC, le secteur ne peut plus être source de batailles rangées entre les opérateurs miniers et communautés impactées. Il doit devenir un levier de cohésion, de justice et de prospérité. Au nom de tous ceux qui nous ont aidés à vous la présenter, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Joël Makel à la présentation. Je vous souhaite de passer un bel après-midi en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.